Très bien, allons-y. Numéro 7. La dernière lueur mourante d'un univers précédent. En 2010, le mathématicien et physicien d'Oxford Roger Penrose a fait une affirmation si extraordinaire que la plupart de ses collègues ont refusé de la prendre au sérieux. Il a annoncé qu'il avait trouvé la preuve de l'existence d'un univers antérieur au nôtre, non pas comme une théorie, ni comme une expérience de pensée philosophique, mais inscrite dans la lumière la plus ancienne que nous puissions détecter. Le fantôme d'un cosmos mort, caché à la vue de tous. Pour comprendre pourquoi cela est important, il faut connaître le fond diffus cosmologique, le CMB. C'est la lueur thermique résiduelle de notre Big Bang, un rayonnement qui voyage depuis près de 14 milliards d'années et qui emplit désormais tout le ciel d'une faible lumière micro-ondes. Les cosmologistes le considèrent comme une carte de l'enfance de l'univers. Tous les grands télescopes spatiaux que nous avons jamais pointés vers le CMB ont cherché des motifs qui confirment notre modèle standard de la naissance de l'univers. Ce que Penrose a découvert à la place, en travaillant avec Vahe Gurzadian de l'Institut de physique d'Erevan, ce sont des anneaux concentriques anormaux présentant une variance de température exceptionnellement faible dans le CMB. Des structures circulaires qu'il a soutenues être les signatures conformément compressées d'ondes gravitationnelles issues de collisions de trous noirs dans un précédent éon cosmique. Puis, dans un article de 2018 avec ses collaborateurs Daniel Hahn et Christoph Meissner, Penrose a identifié une seconde forme de preuve, de faibles points chauds qu'il a appelés points de Hawking, qu'il a soutenu être les signatures résiduelles de trous noirs supermassifs ayant complètement disparu par rayonnement de Hawking dans cet univers antérieur. La théorie s'appelle la cosmologie cyclique conforme. Elle propose que notre Big Bang n'était pas un commencement, mais une transition, la continuation de l'infini futur d'un univers précédent, reconformé à l'échelle pour devenir notre origine singulière. Plusieurs groupes de recherche indépendants ont contesté la signification statistique des détections revendiquées par Penrose, et la théorie exige que toutes les particules massives finissent par perdre leur masse à la fin de chaque éon, une condition qui n'a jamais été observée. En 2025, le débat reste non résolu. Si Penrose a raison, les anneaux et points chauds ténus du fond diffus cosmologique sont les cicatrices laissées par des trous noirs mourants issus d'un cosmos qui s'est éteint avant la naissance du nôtre, et l'implication terrifiante n'est pas que nous soyons le premier univers. C'est que nous n'avons absolument aucun moyen de savoir combien d'autres sont venus avant. Numéro 6, le néant qui a créé tout ce qui existe. En décembre 1973, un article de 2 pages est paru dans la revue Nature, proposant quelque chose d'aussi radical que l'auteur avait déjà été moqué pour l'avoir suggéré à voix haute. Le physicien était Edward P. Tryon du Hunter College à la City University de New York, et son article portait le titre « L'univers est-il une fluctuation du vide ?» Sa réponse était oui. L'univers entier, chaque galaxie, chaque étoile, chaque atome s'était matérialisé spontanément à partir de rien, littéralement, sans aucune raison, comme conséquence des lois de la physique. À l'époque, la question de savoir pourquoi l'univers existe tout court était considérée comme totalement en dehors du champ de la science. La physique décrivait comment l'univers se comportait. Elle n'expliquait pas pourquoi il y avait quelque chose, plutôt que rien. C'était une question pour les philosophes ou les théologiens, pas pour les pages de nature. Tryon a changé cela. Il a soutenu que les lois de la mécanique quantique, en particulier le principe d'incertitude de Heisenberg, qui permet des violations temporaires de la conservation de l'énergie sur des échelles de temps suffisamment courtes, rendent la création spontanée d'un univers non seulement possible, mais, étant donné un temps infini, essentiellement inévitable. Son idée clé était élégante et profondément étrange. Si l'on additionne toute l'énergie de masse positive de l'univers observable et toute l'énergie potentielle gravitationnelle négative qui le lie, le total est à peu près égal à 0. Un univers avec une énergie nette nulle ne coûte rien à créer. C'est, selon les propres mots de Tryon, simplement l'une de ces choses qui arrivent de temps en temps. Alexander Vilenkin de l'université Tufts a ensuite formalisé cela davantage en 1982 avec son concept de tunnel quantique à partir de rien, donnant à l'idée une structure mathématique rigoureuse. Ce modèle répond à la question des origines en se référant à la physique. Mais la physique elle-même devient alors immédiatement la question sans réponse. Les champs quantiques, le principe d'incertitude, les lois qui régissent les fluctuations du vide, rien de tout cela n'est le néant. Il constitue un cadre profondément structuré et mathématiquement précis qui existait d'une certaine manière avant l'univers qu'ils ont produit. Chaque réponse révèle une question plus profonde qui se cache derrière elle. Si les lois de la physique ont créé l'univers à partir de rien, qu'est-ce qui a créé les lois de la physique? Cette question n'a pas de réponse connue. Il se peut qu'elle n'en ait pas. Numéro 5. L'usine infinie d'univers qui ne s'arrête jamais.
En 1986, le physicien soviétique Andrei Lind, alors partagé entre l'Institut de physique Lebedev à Moscou et le Centre international de physique théorique à Trieste, a publié un article intitulé « Univers inflationnaire chaotique, autoreproducteur et éternellement existant ». Le titre à lui seul aurait dû être alarmant. Le contenu était pire. Lind avait découvert, en travaillant sur les mathématiques de sa théorie de l'inflation chaotique de 1983, que l'inflation ne fait pas que commencer et s'arrêter. Dans la majeure partie de l'univers, elle ne s'arrête jamais. Elle se produit en ce moment même. Elle a toujours eu lieu. Il n'y a jamais eu de commencement. Le modèle inflationnaire original proposé par Alan Guth du MIT en 1980 décrivait une brève période d'expansion exponentielle durant la première fraction de seconde de l'univers qui a lissé les irrégularités du Big Bang et semé la structure à grande échelle que nous observons aujourd'hui. C'était déjà extraordinaire. Mais Lind a découvert que, dans la théorie quantique des champs, l'inflation ne se termine pas partout simultanément. Elle s'arrête localement dans des régions isolées qui se refroidissent et se condensent en univers bulles comme le nôtre, tout en continuant à s'inflater dans l'espace environnant. Ces régions en inflation génèrent de nouvelles bulles, puis d'autres, et encore d'autres, sans fin. Les implications ne s'arrêtent pas là. Chaque univers bulle qui se condense à partir du champ en inflation peut se refroidir selon une configuration différente des lois physiques. Leonard Susskind de l'université Stanford, travaillant dans le cadre de la théorie des cordes, a calculé au début des années 2000 que le nombre de configurations possibles d'univers distincts avec des lois physiques différentes est d'environ 10 puissance 500. Ce nombre est si incroyablement grand qu'aucun nom ne peut vraiment rendre compte de son échelle. Notre univers, avec ses constantes, ses forces et ses lois particulières, n'est qu'une bulle aléatoire parmi une mer effectivement infinie d'autres bulles. L'inflation chaotique éternelle résout un problème profond en cosmologie. Pourquoi les constantes de notre univers sont-elles précisément adaptées aux étoiles, aux planètes et à la vie? Parce que toutes les constantes possibles existent quelque part, et que nous ne pouvons nous trouver que dans un univers qui permet notre existence. C'est une réponse convaincante, mais elle a un prix. Cela signifie que notre univers n'a aucun statut particulier, aucune position privilégiée, aucune signification particulière. Quelque part dans le champ de l'inflation éternelle, un univers est en train de naître en ce moment, avec une physique qui ferait passer la nôtre pour une ébauche, et il ne saura jamais que nous avons existé. Numéro 4, la collision qui est devenue notre Big Bang. En mars 2001, 4 physiciens, Justin Curry et Bert Overut de Princeton et de l'Université de Pennsylvanie, ainsi que Paul Steinhardt de Princeton et Neil Turok de Cambridge, ont publié un article sur le serveur de prépublication Archive qui proposait une réponse véritablement nouvelle à la plus ancienne question de la cosmologie. Leur théorie, qu'ils ont appelée l'univers ekpyrotique, tire son nom du mot grec ancien ekpyrosis, qui signifie conflagration, l'idée cosmologique stoïcienne d'un univers né et renaissant à travers le feu. Ce qu'ils proposaient, c'est que notre Big Bang n'était pas un commencement. C'était un impact. Le cadre qu'ils ont utilisé était la théorie M, l'extension à 11 dimensions de la théorie des cordes, dans laquelle les 4 dimensions familières de l'espace et du temps sont elles-mêmes une membrane, une brane, intégrée dans un espace de dimension supérieure appelé le bulk. Dans ce modèle, notre univers tout entier existe à la surface d'une membrane tridimensionnelle, et parallèlement à celle-ci, séparée par un minuscule écart dans la dimension supplémentaire, en existe une autre. Les deux branes ne peuvent interagir par aucune force, à l'exception de la gravité. La gravité s'infiltre à travers l'écart, et sur d'immenses échelles de temps, cette attraction gravitationnelle rapproche lentement les branes l'une de l'autre. Lorsque les branes entrent en collision, l'énergie de l'impact ne les détruit pas. Elle les inonde de chaleur et de matière. Elle produit exactement les conditions d'un Big Bang Show. Les fluctuations quantiques à la surface des branes au moment de la collision génèrent les variations de densité qui deviendront finalement des galaxies. En 2001, Steinhardt et Turok ont étendu le modèle pour en faire une version entièrement cyclique. Les branes entrent en collision, libèrent leur énergie, se séparent, dérivent pendant des trillions d'années, s'attirent à nouveau et entrent en collision encore et encore, sans commencement ni fin. Le modèle ekpyrotique fait une prédiction spécifique et testable qui le distingue de l'inflation standard. Il produit une signature d'onde gravitationnelle différente dans la polarisation du CMB, une signature que des observatoires de nouvelle génération comme LISA et de futures expériences sur le CMB pourraient potentiellement détecter. Ce test n'a pas encore été réalisé de manière concluante, et le modèle reste controversé. La brane qui a créé tout ce que nous avons jamais connu s'éloigne déjà à nouveau, et elle est déjà en train d'être attirée en arrière, tirée vers la prochaine collision qui anéantira cet univers et en construira un autre à sa place. Troisièmement, le temps lui-même n'a pas eu de commencement, et c'est pire.
Le 15 décembre 1983, la revue Physical Review Day a publié un article de James Hartle de l'Université de Californie à Santa Barbara et de Stephen Hawking de l'Université de Cambridge. Son titre était « Fonction d'onde de l'univers ». C'était la présentation formelle de ce qui est devenu connu sous le nom de proposition sans frontières, et cela ne répondait pas à la question de ce qui est venu avant le Big Bang. Elle a complètement dissous la question, et cette dissolution est à bien des égards plus troublante que n'importe quelle réponse n'aurait pu l'être. Avant Hartle et Hawking, le consensus était que le Big Bang représentait une véritable frontière dans le temps, un moment zéro avant lequel la physique ne s'appliquait tout simplement pas, où la relativité générale classique s'effondrait, et au-delà duquel la question de savoir ce qui est devenu avant était soit inconnaissable, soit dénuée de sens. Les physiciens acceptaient cela comme une limite inconfortable. Ce que Hartle et Hawking ont tenté, c'est de supprimer cette limite en supprimant la frontière elle-même. En utilisant une technique mathématique appelée gravité quantique euclidienne, dans laquelle le temps est exprimé comme un nombre imaginaire et devient géométriquement indiscernable d'une dimension spatiale, ils ont proposé que la géométrie de l'univers près du Big Bang soit simplement arrondie. Il n'y a pas de point de départ singulier. Le commencement de l'univers est comme le pôle sud d'une sphère. Au pôle sud, la question « qu'y a-t-il au sud du pôle sud ?» est grammaticalement cohérente mais physiquement vide. Il n'existe aucun point au sud du pôle sud. Il n'y a pas de sud plus lointain vers lequel voyager, et il n'y a pas de moment avant le Big Bang dans l'univers sans frontières, non pas parce que quelque chose l'en empêche, mais parce que le temps lui-même ne s'étend pas jusque-là. Il ne s'amenuise pas jusqu'à une singularité. Il termine simplement sa course comme l'espace se termine à un pôle, en douceur et sans bord. Hartle et Hawking ont établi une formule, la fonction d'onde de l'univers, qui décrit l'état quantique de toutes les histoires possibles d'un univers qui naît de cette façon. La proposition ne nécessite aucune condition initiale, aucune cause, aucun état antérieur. L'univers est, selon les mots de Hawking, entièrement autocontenu et n'est affecté par rien en dehors de lui-même. L'article est devenu l'un des plus cités de l'histoire de la cosmologie, et l'objection philosophique principale demeure sans réponse. Sans commencement temporel, les lois quantiques de l'émergence sans frontières de l'univers existeraient toujours hors de lui. La réponse de Hawking à la question de ce qui existait avant le Big Bang n'était pas « rien ». C'était que la question suppose quelque chose qui n'existe pas, un temps avant le temps, une frontière qui n'existe pas. Et d'une certaine manière, cela est plus troublant que n'importe quelle réponse aurait pu l'être. Numéro 2, chaque instant qui a jamais existé existe encore en ce moment même. En 1905, Albert Einstein a publié la théorie spéciale de la relativité. En 1908, le mathématicien Hermann Minkowski a reformulé sa géométrie en un espace-temps unifié à 4 dimensions. Puis, en 1966 et 1967, deux philosophes travaillant indépendamment sont arrivés à une conclusion que la plupart des physiciens trouvent encore profondément dérangeante. Einstein n'avait pas simplement changé notre façon de mesurer le temps. Il avait éliminé le présent. Le physicien néerlandais C.W. Reed Dijk a publié son argument dans Philosophy of Science en 1966. Le philosophe américain Hilary Putnam a publié le sien dans The Journal of Philosophy en 1967. Ensemble, leurs articles forment ce que l'on appelle aujourd'hui l'argument de Reed-Dijk-Putnam. Et ce que cela établit, avec une logique mathématique rigoureuse issue de la structure de la relativité restreinte, c'est que le passé, le présent et le futur existent tous simultanément, de manière égale et permanente. L'argument repose sur la relativité de la simultanéité. En relativité restreinte, le fait que deux événements spatialement séparés se produisent au même instant dépend entièrement de la vitesse de l'observateur. Il n'existe pas de présent universel qui s'étendrait à travers le cosmos. Deux observateurs se déplaçant à des vitesses différentes attribueront des événements différents au moment présent. Reed-Dijk et Putnam ont montré que si ce qui est présent pour un observateur est réel, alors, en enchaînant les instants présents qui se chevauchent pour des observateurs se déplaçant différemment, chaque événement du passé et chaque événement du futur d'un point donné doivent être également réels. La conclusion est inévitable. L'univers est un bloc statique à 4 dimensions, et le temps ne s'y écoule pas. C'est nous qui le traversons. Le physicien théoricien britannique Julian Barbour, dans son livre de 1999 The End of Time, est allé encore plus loin, suggérant que le temps non seulement ne s'écoule pas, mais pourrait ne pas exister du tout comme une caractéristique fondamentale de la réalité. Dans la vision de Barbour, l'univers est une sculpture figée de chaque instant qui s'est jamais produit ou se produira, existant tous en même temps dans ce qu'il appelle la platonia. Les implications s'accumulent lentement, puis soudainement. Si l'univers bloc est correct, si chaque événement dans la structure à 4 dimensions de l'espace-temps est également et définitivement réel, alors rien n'est jamais vraiment terminé.
Chaque guerre de l'histoire humaine est encore en train d'être menée, assez coordonnée dans le bloc. Chaque personne qui a déjà souffert souffre encore, de façon permanente et immuable, enfermée à son adresse dans la structure à 4 dimensions de la réalité. Et chaque personne qui vivra un jour existe déjà, attendant à ces coordonnées que nous arrivions. L'univers bloc ne nous menace pas de destruction ou d'absurdité. Il nous menace avec quelque chose de bien plus étrange, la permanence. Les pires moments de l'histoire humaine ne sont pas terminés. Ils se produisent encore, figés, inaccessibles et éternels à leur position dans le bloc. L'univers n'oublie pas. Il conserve tout pour toujours, dans un détail parfait et immuable. Et ce qui existait avant le bloc, avant le temps lui-même, est une question à laquelle l'univers bloc ne répond pas. Il se contente de retirer les outils dont vous auriez besoin pour la poser. Premièrement, il n'y a jamais eu d'avant car la réalité n'est que mathématique. Le 5 avril 2007, le cosmologiste du MIT Max Tegmark a publié un article sur le serveur de prépublication Archive de physique. Il a été publié officiellement dans Foundations of Physics en 2008, volume 38, pages 101 à 150. Son titre était « L'univers mathématique ». La plupart des physiciens qui l'ont lu l'ont poliment écarté. Certains n'ont pas été polis. Tegmark lui-même avait été averti avant de soumettre l'article que cela pourrait nuire à sa carrière. Il l'a tout de même soumis parce qu'il pensait avoir raison et parce que, si c'est le cas, cela fournit la seule réponse à la question de ce qui existait avant le temps qui ne finit pas par s'effondrer dans une régression infinie. La réponse est qu'il n'y a pas eu de « avant », non pas parce que le temps est éternel, ni parce que la question est mal posée, mais parce que la réalité n'est pas le genre de chose qui a besoin d'un commencement. La réalité, c'est les mathématiques, et les mathématiques n'existent pas dans le temps. L'argument de Tegmark commence par 2 prémices. La première, il l'appelle l'hypothèse de la réalité externe. Une réalité physique existe indépendamment des observateurs humains. La seconde découle logiquement de la première. Si une réalité physique est véritablement indépendante des humains, de notre langage, de nos concepts, de nos perceptions, de nos instruments de mesure, alors toute description complète de celle-ci doit être totalement dépourvue de tout bagage humain. Aucun mot, aucun symbole porteur de sens implicite, rien d'autre qu'une structure abstraite pure. Et une description constituée entièrement de structures abstraites, sans contenu humain, est par définition une structure mathématique. Par conséquent, soutient Tegmark, l'univers n'est pas seulement décrit par les mathématiques, il est mathématique. L'existence physique et l'existence mathématique sont identiques. Les implications se déploient avec une logique implacable. Si toute structure mathématique qui est cohérente avec elle-même existe physiquement, alors le multivers n'est pas seulement possible, il est nécessaire. Il ne s'agit pas du multivers fini issu de la nucléation de bulles de l'inflation éternelle, ni du multivers à embranchement quantique des mondes multiples, mais d'un multivers de niveau 4 dans lequel chaque ensemble cohérent d'axiomes mathématiques engendre un univers physiquement réel. C'est l'ensemble ultime de Tegmark. Il contient des univers avec différents nombres de dimensions spatiales, des univers régis par des équations totalement différentes, des univers dans lesquels la notion de particules n'existe pas, des univers peuplés d'observateurs conscients qui expérimentent une réalité qu'aucun esprit humain ne pourrait reconnaître ou supporter, tous également réels, tous des structures mathématiques, aucun n'étant plus fondamental qu'un autre. Dans ce cadre, la question de ce qui existait avant le Big Bang révèle sa faille cachée. La question suppose que le temps est fondamental, qu'il existe un contenant temporel dans lequel les événements se produisent, et que le Big Bang a été un événement à l'intérieur de celui-ci. Mais dans l'univers mathématique, le temps n'est pas fondamental. Le temps est une caractéristique que certaines structures mathématiques possèdent, une dimension qui émerge au sein de certaines configurations de relations abstraites. Notre univers se trouve en contenir, mais les mathématiques elles-mêmes n'existent pas dans le temps. Le théorème de Pythagore n'est pas devenu vrai lorsque quelqu'un l'a démontré. Il a toujours été vrai, nécessairement et éternellement, en dehors de tout cadre temporel, en aucun lieu, ne nécessitant aucune cause, ne dépendant de rien. Toute structure mathématique est ainsi. Et si notre univers est une telle structure, alors il n'est jamais venu à l'existence. Il n'a jamais commencé. Il n'a pas d'avant. Ce que vous êtes, c'est une région consciente d'elle-même, d'une structure mathématique si complexe qu'elle a produit des sous-structures capables de se percevoir comme existant dans le temps, capables de se poser des questions sur les origines, capables d'éprouver de l'émerveillement, de la confusion et de la crainte. L'univers n'est pas né. Il n'y a jamais eu de moment avant lui. Il n'y avait pas de créateur attendant dans une obscurité antérieure.
Il n'y avait que les mathématiques, patientes, infinies, ne nécessitant rien, ne dépendant de rien, contenant tout ce qui est ou sera jamais, sans commencement, sans fin, sans le moindre besoin de s'expliquer aux motifs de mathématiques organisées, qui, brièvement, ont appris à demander pourquoi. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant et n'oubliez pas de vous abonner.